Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode hors saison d'Écho de Ferme, je donne la parole à Renaud Fourcade, chef cuisinier dans un lycée qui propose une alimentation saine, locale et durable à la cantine. Et tu vas vite comprendre que c'est un passionné qui met du bon sens au menu. À mon micro, Renaud présente son métier, ce qu'il a mis en place dans cette cantine scolaire, les labels qu'il réussit à appliquer et les futurs axes de travail. Plusieurs sujets abordés, comme la loi Egalim qui impose des produits locaux et bio dans les menus, les freins de la filière, et on revient aussi sur les enjeux à relever. Valoriser nos agriculteurs, proposer un repas sain, limiter le gaspillage, tout en ayant un prix réaliste. Et tu verras que Renaud a réussi cette équation. À l'occasion de l'événement caritatif Podcaston, où j'ai inscrit mon podcast Écho de Ferme, je mets en avant l'association dont Renaud est le président. Il s'agit de l'Association française des cuisiniers de collectivité qui rassemble ces cuisiniers et valorise leur démarche. Bref, c'est un épisode spécial mettant en lumière l'engagement de Renaud pour une alimentation durable en restauration collective. Un épisode pour changer notre vision de la cantoche et nous montrer que tout est une question de conviction. Allez, place à Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans ta cuisine. Aujourd'hui, je t'ai rejoint dans la cantine du lycée professionnel Clément Ader à Samatan, dans le Gers, où tu es chef cuisinier et responsable restauration. Donc finalement, c'est un peu ta cuisine ici, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On est une petite équipe composée de 4 personnes avec un apprenti. Ensemble, nous allons parler de restauration collective dans cet épisode et surtout des actions que tu as menées ici au sein de cette cantine. On constate beaucoup de séparation entre agriculture et alimentation, mais aussi entre les courses qu'on peut faire à la maison et la restauration collective, notamment la restauration hors domicile, la RHD. On va notamment beaucoup employer ce mot, donc je préfère le présenter dès à présent. Donc la restauration hors domicile, c'est quand on mange à la cantine de l'école, au restaurant le week-end, les cantines des hôpitaux, des prisons, des EHPAD. Voilà, c'est vraiment la restauration en collectivité et que l'on ne prend pas à la maison. Et donc, quand on parle de souveraineté alimentaire et notamment de mieux manger, il ne faut pas oublier cette restauration hors domicile qui est centrale, qui est primordiale. Et il y a un point important que je voudrais rappeler avant de commencer les échanges, c'est qu'on a une baisse du budget de l'alimentation, c'est-à-dire les gens mettent moins d'argent pour s'alimenter dans leur budget alimentation à la maison. Par contre, on a vu depuis ces dernières années qu'il y a une hausse des dépenses pour la restauration hors domicile. Ça veut dire qu'on se fait peut-être un petit peu plus plaisir et donc du coup, on mange en dehors du foyer. Mais il y a un enjeu quand on veut une souveraineté, on veut manger durablement et équitablement. Donc, c'est le débat d'aujourd'hui avec toi, Renaud, parce que finalement, on est tous concernés. On veut tous savoir ce qu'il y a dans nos assiettes à la maison, mais aussi au resto, et d'où ça vient. Et donc, c'est ce qu'on va parler, et notamment de ce que tu as mis en place ici dans cette cantine scolaire. Mais pour commencer, Renaud, qui es-tu ? Eh bien, je suis un chef cuisinier de collectivité qui est arrivé un peu à la collectivité sur le tard. Après une longue expérience en restauration gastronomique, principalement des restaurants étoilés en fait, où j'ai pratiqué ce type de restauration pendant pas mal de temps. Et un jour, j'ai voulu passer à autre chose. Donc, je suis venu à penser à la restauration collective avec quand même des idées peut-être un peu avec une connotation péjorative au début, mais qui finalement en fait n'était pas... je me suis rendu compte sur le terrain qu'on pouvait travailler autrement en fait. Donc voilà, et j'ai essayé de garder cette même philosophie tout au long de mon parcours. C'est ce qui m'a été inculqué lors de ma formation. J'ai essayé de le conserver en restauration collective. Tu viens d'où ? Je suis né à Montpellier. Alors j'ai grandi dans l'Ariège. Du coup maintenant je suis pas trop loin de l'Ariège. Je suis dans le sud de la Haute-Garonne, dans le Comminges pour être précis. C'est vrai qu'on a une belle région, donc j'en profite pour valoriser les produits qu'on a dans le secteur, quoi. Pourquoi tu as voulu devenir chef cuisinier ? Pourquoi la cuisine ? Alors la cuisine, déjà parce que j'aime bien manger. Ça, c'est le premier truc. On est tous d'accord. Voilà, déjà, j'aime bien manger, j'aime les beaux produits et c'est ce que je disais ce matin à mon apprenti. J'aime bien raconter une histoire.
Quand je sers un plat, j'aime bien savoir d'où ça vient, de quoi ça parle, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et les raisons qui m'ont poussé, elles sont autant philosophiques que professionnelles en fait. Et ton parcours, donc tu disais que tu as commencé en tant que dans des étoilés notamment. Oui, ben Donc, ouais. loin de la restauration collective plutôt, Complètement. enfin voilà. Qu'est-ce que tu as appris dans ces premières années en tant que chef plutôt dans des restaurants étoilés? Alors, j'ai pas commencé chef déjà de suite. Moi, D'abord cuisinier. j'ai commencé comme tout le monde, commis, chef de partie, etc. Enfin voilà, j'ai travaillé avec des très grands professionnels, dont Nicole Feuge-Galtier à Belcastel qui a une étoile, Jean-Luc Faux aussi qui avait une étoile à l'époque dans l'Aveyron à Rodez, à Goût et Couleur, et j'ai eu la chance de côtoyer Glenn Viel aussi, avec qui j'ai travaillé pendant une saison au Kilimanjaro à Courchevel, et on avait eu la 2e étoile cette année-là. Enfin voilà, j'ai voulu voir ce qui se passait tout en haut de la gastronomie, on va dire, et après je suis devenu second, et ensuite je suis devenu chef dans des restaurants gastronomiques, et en fait, on peut dire que j'ai été un peu dissident dans le sens où en fait j'ai plus trouvé trop de sens à ce type de restauration à titre personnel, puisqu'en fait c'est quand même réservé à une élite financière, et le côté social me manquait un peu, d'où mon intérêt pour la restauration sociale en fait. Voilà, et la restauration collective c'est de la restauration sociale, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Donc effectivement, tu soulignes cette excellence aussi qui peut-être te gêner parce que qui n'est pas accessible à tous et à toutes. Oui, tout à fait. Mais en fait, bien manger, c'est facile quand on a 50 euros par personne, ou quand on a 60 euros, 70 euros de ticket moyen par personne. Tout le monde peut arriver à faire un super repas. Il suffit d'avoir les connaissances, la technique, tout ça. Bon, ça, une fois qu'on l'a, après, faire des belles choses, ça se fait. Maintenant, faire un beau repas avec 2,50 € de suite, c'est plus la même. Oui, Et donc là, c'est là où moi je me suis dit, il y a un défi. Il y a du sens au niveau social, au niveau sociétal. Donc en fait, c'est ça qui m'y a poussé en fait. Et on reviendra dans quelques minutes sur cette partie d'un repas à 2,50 € parce que finalement, tu as quand même réussi à relever le challenge. Mais on expliquera ta démarche au sein de ce lycée et de cette cantine. Juste avant, tu es aussi connecté avec le milieu agri. En tout cas, tu essayes à chaque fois de créer des liens avec les agriculteurs qui sont la source. Pourquoi cette attache avec le secteur agricole ? Alors moi déjà je viens d'une famille de Viti, donc du coup c'est vrai que moi de Montpellier en fait moi je suis arrivé ici, j'avais une quinzaine d'années, mais depuis que j'ai grandi à côté de la cave coopérative, j'ai pu j'ai participé au vendage quand j'étais petit avec mes grands-parents, avec mon père, tout ça, tout ça c'est quelque chose qui est ancré en moi, et j'ai toujours été très attaché à la nourriture que j'ai pu connaître quand j'étais gamin, notamment avec ma grand-mère qui était dans l'Aveyron, et donc qui était aveyronnaise, pardon, et donc on allait chercher les lapins chez la voisine, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'était une vraie cuisine qui avait du sens, où il y avait du cœur en fait, vraiment quoi. Et j'ai gardé cet attachement. D'ailleurs ma grand-mère, quand j'étais petit, elle me mettait un tabouret devant la cuisinière, et elle me disait vas-y touille la gamelle, et voilà. J'étais content, je faisais semblant de faire à manger, mais j'étais content. Et puis finalement aujourd'hui tu le fais, donc c'est bon. Elle a réussi Paris. Par le fait, oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait rien qui me prédestinait à ça à la base, puisque je suis le premier cuisinier de ma famille, quoi. Oui, mais comme quoi, c'est merci la grand-mère dans ce cas. Ouais, complètement. Ouais, il y a un côté Madeleine de Proust un peu. Alors aujourd'hui, Renaud, concrètement, en quoi consiste ton métier de responsable de restauration ? Déjà de superviser un petit peu ce qui se passe au niveau du service restauration du lycée. C'est-à-dire que je m'occupe des commandes, je m'occupe de l'aspect technique, et surtout de l'aspect réglementaire, parce qu'en restauration collective, il faut quand même être très vigilant sur ça, sur les normes d'hygiène et sécurité. Sécurité alimentaire, j'entends, puisqu'en fait, il faut vraiment être clean de ce côté-là, quoi. Il faut être infaillible. Ah oui, mais complètement. C'est-à-dire que nous, en fait, on trace absolument tout ce qu'on fait. Enfin, on a même une application qui nous permet de tracer tout ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'est-à-dire que ça en fait c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'en restauration collective, on peut retourner la question dans tous les sens. Si c'est pas bon, on viendra jamais rien vous dire. Si vous empoisonnez les gens, par contre, c'est pas la même. Et voilà, mon but c'est pas de rendre les gens malades. Le but c'est de concilier restauration de qualité avec des bons produits et sécurité sanitaire. Voilà, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre en restauration collective. Et j'ai envie de dire, même limite, il vaut mieux d'abord la sécurité sanitaire que le goût. Donc ta première responsabilité, on va dire, c'est en tout cas d'assurer le volet hygiène et sécurité sanitaire, et du coup de aussi faire tout ce qui est approvisionnement alimentaire.
Tout à fait. Alors, en gros, je m'occupe des commandes. Donc, en gros, je passe mes commandes en semaine, semaine moins un. Et en gros, on reçoit étalé sur la semaine pour toutes les livraisons. Voilà, donc aujourd'hui, on a environ une vingtaine de fournisseurs différents, dont 17 producteurs locaux. Oui, on va revenir sur la démarche pour que tu nous expliques d'où elle est partie. En responsabilité aussi, tu disais que tu manageais une équipe. Tout à fait. Alors, on est 4 en cuisine, dont moi, en fait, voilà. Et j'ai mon apprenti qui est avec nous, qui nous a rejoint depuis le mois de septembre. Tu cuisines encore ? Ah bah oui, plus que jamais. En fait, disons que on a fait un choix en proposant du tout maison, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps en production. Le matin, on arrive à 6h et je suis en production jusqu'à au moins 11h30, quoi, en fait. Voilà, et après je décroche un petit peu parce qu'en fait j'ai quand même tout le volet, justement commande, administratif, saisie, stock, enfin voilà, il y a quand même un gros volet administratif qui est très chronophage. Comme les agris, tiens. Voilà, c'est ça, et c'est vrai que toute cette traçabilité qu'on doit avoir, elle est contraignante, mais même si elle est obligatoire, elle est contraignante, mais ça nous permet aussi de travailler en toute transparence. Oui, et puis on verra tout à l'heure que ça te permet aussi de ressortir des chiffres et du coup des indicateurs qui montrent que ta démarche aujourd'hui est vertueuse. Tout à fait. Donc responsabilité, alors tu disais que tu décroches un peu le midi, mais finalement tes journées elles finissent à quelle heure ? Alors quand tout se passe bien, je finis à 15h. Ouais, tu commences à 6h non-stop, quoi, jusqu'à 15h. C'est ça, jusqu'à 15h. Et après, des fois, ça arrive que ça déborde, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il y a des impondérables, du matériel qui tombe en panne, un fournisseur qui n'a pas pu me livrer. Enfin, il faut savoir faire face à l'imprévu dans un temps contraint. Ouais, les aléas du métier. Oui. Alors, ton initiative, tu peux peut-être nous l'expliquer un petit peu, d'où est partie ton idée, comment c'était au début et aujourd'hui, quels sont les résultats que tu as atteints ? Alors, quand je suis arrivé, c'était en octobre 2023, je suis arrivé. Et en fait, on était sur un autre type de cuisine, plutôt restauration collective traditionnelle, on va dire. Et en fait, petit à petit, quand je suis arrivé, moi, je suis pas d'ici, je suis pas gersois. Et donc, je leur ai posé des questions aux collègues, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez les producteurs, tout ça. Et ils m'ont donné plein d'infos. Et donc moi je suis allé un petit peu à la pêche aux infos avec les données que j'avais de mes collègues, et après moi du coup j'ai dû faire une mise en concurrence pour justement comparer les tarifs entre tous les producteurs à produits équivalents. Donc voilà, et c'est-à-dire que là aujourd'hui moi je travaille principalement avec des producteurs du coin, ce qui m'a amené à avoir une restauration qui est quand même majoritairement aujourd'hui axée sur 90% de frais et 100% de fait maison, quoi, en fait. Mais alors, quand tu dis que tu t'es rapproché des agriculteurs, tu es allé au porte-à-porte, limite, vraiment à la ferme, directement les voir ? Oui. En fait, j'aime bien savoir de quoi je parle, donc du coup, j'ai visité les exploitations, c'est plus simple. Donc, tu les connais toutes ? Oui. Toutes visitées ? Oui, là, en fait, j'ai les maraîchers, j'ai des... oui, je les connais, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, tu peux pas dire, je sais de quoi je parle si t'as pas été voir sur le terrain de quoi il s'agissait. Alors du coup en fait moi j'ai été comment dire, pris par ça, parce que je me suis dit je peux pas le voir autrement. Quand j'étais en restauration traditionnelle ou restauration gastronomique, en fait on faisait le marché, on allait chercher les produits directement chez les producteurs. En fait là je fais la même chose, sauf que en gros c'est eux qui me livrent, mais sinon après oui je les connais tous. Je veux dire et certains sont devenus des amis avec le temps. Oui, tu as essayé de reproduire en tout cas le même modèle mais en version collective. C'est ça, mais après nous on a de la chance parce qu'on est quand même une cantine à petite échelle, donc c'est vrai qu'on a cette possibilité où on peut se tenir un petit peu éloigné des contraintes systémiques qui se posent au niveau de la restauration collective, en fait. Combien de couverts ? On fait pas beaucoup, nous, maximum 230 le midi, et on fait 70 le soir à peu près. Oui, donc il y a quand même 2 services par jour aussi. Oui, donc, tout à fait. Ça a eu le petit-déj normal. Oui. Alors du coup, tu parles de local. Aujourd'hui, c'est quoi la part de local dans tes menus ? Là aujourd'hui, alors nous, la part de local, c'est ce qu'on appelle les produits de qualité et de proximité à la région Occitanie. En fait, là on oscille selon les saisons aux alentours de 60-65% de produits locaux. Voilà, ce qu'on appelle les produits régionaux. Donc ça va, donc la région Occitanie c'est quand même assez grand. Donc voilà, on est quand même à 65% de produits locaux en moyenne, et on est à peu près, on tourne aux alentours de 30% de bio en général. C'est quoi le comparatif par rapport à d'autres établissements ?
Il y a le comparatif avec d'autres établissements. Tout ce que je peux dire, T'as c'est la que moyenne. la moyenne de produits locaux, je la connais pas très bien. Le seul truc que je peux dire, c'est que malheureusement, le bio ne représente que 6 à 7% des achats en restauration collective. Donc, on est très loin des objectifs fixés par la loi Egalim. Donc voilà, le problème, c'est que voilà, il y a des contraintes qui sont techniques, il y a des contraintes qui sont financières, il y a tout un tas de leviers à activer qui font que, en fait, sur le terrain, en fait, on décide de certaines choses au niveau national, mais sur le terrain, en fait, concrètement, c'est pas la même, quoi. Oui, mais c'est pas forcément jouable ou c'est plus complexe en tout cas C'est que beaucoup plus juste complexe la loi. qu'il n'y paraît, ouais, parce que vraiment remplir les objectifs de la loi Egalim, c'est pas évident. Nous, c'est la première année cette année qu'on y arrive. Voilà, c'est-à-dire que là, on est à 55% de produits Egalim, dont 27% de bio. Pour rappeler la loi Egalim aux auditeurs qui nous écoutent, donc c'est une loi qui date de 2018, qui a pour objectif en tout cas de réintroduire des produits locaux, avoir une part de bio dans l'alimentation collective et en tout cas avoir une alimentation plus vertueuse avec une juste rémunération des producteurs. Bon, il y a différents axes, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu plusieurs versions. Il y a une première loi, la loi Egalim 1, et on est à la deuxième si je ne me trompe pas. Et donc à chaque fois, il y a des critères à compléter dans les cantines. C'est ce que tu citais à l'instant. Et donc, l'objectif, c'est de les atteindre, en tout cas, mais ce n'est pas forcément évident entre la loi et la réalité du terrain. Non. On reviendra sur cette loi Egalim parce que c'est un point qui est quand même important et dont beaucoup d'acteurs parlent. Juste pour revenir sur cette question de part locale et de produits bruts que tu travailles, parce qu'en fait, tu as pris cette initiative, mais est-ce que effectivement tu as eu cette liberté dans ton poste de pouvoir faire ça? J'imagine que tous les cuisiniers ne peuvent pas se dire je prends un temps, je prends une après-midi pour aller visiter les fermes, les producteurs. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Bah alors ça, c'est une démarche purement personnelle, hein. Ah voilà, donc elle part de ça, cette démarche quand même. Ouais, 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 bah en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est une démarche philosophique en fait, dans le sens où le soutien au monde agricole, il me semble important parce que bon, tu parlais de souveraineté alimentaire. Si on fait rentrer des tomates au mois de janvier qui viennent de l'autre bout de la planète, on peut pas dire qu'on soutient les agriculteurs français. Donc nous, en ce moment, on n'a pas de tomates. Oui, c'est ce que je dis souvent. Cette volonté, elle est strictement personnelle. J'ai pris sur mon temps personnel, ça c'est vrai aussi. Mais ce choix, il relève autant de la conviction que du bon sens, en fait, j'ai envie de dire. Parce que finalement, si on fonctionne tous un peu comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de tomates et de poivrons et d'aubergines dans les étals, dans les supermarchés. Et voilà, et peut-être que les agriculteurs français s'y retrouveraient davantage, si on mangeait un peu plus de choux et de raval l'hiver. Oui, oui, parce que tu as aussi cette démarche où toi, tu as pris du temps personnel et de la conviction pour aller sur le terrain. Et tu aurais pu prendre la solution peut-être plus facile d'aller tout simplement chez Métro ou autre, chez d'autres grossistes et d'acheter. Alors, oui, alors attention, parce que quand même la grande distribution et les grossistes sont incontournables, qu'on le veuille ou non. Il y a des Forcément, ils produits, font partie mais des maillons. ils font partie des maillons. Mais par contre, c'est pas on trouve quand même de très bons produits chez eux, d'une part. Et il faut quand même se rendre compte que si on voulait faire du 100% local, bio, etc., on n'a pas la capacité de production suffisante au niveau national. Donc, et même au niveau régional. Donc, à un moment, il faut aussi se mettre les pieds sur terre et dire oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Et là, en fait, on se retrouve confronté à ah oui, d'accord, donc je suis obligé de prendre les produits ailleurs. Ils sont incontournables, mais c'est pas en fait, ils proposent des bons produits qui permettent aussi de remplir les conditions de la loi Egalim, qui permettent aussi de proposer des beaux produits. Je veux dire, je passe par des grossistes aussi, j'en ai pas beaucoup, mais le peu que je leur prends, ça reste quand même des produits de qualité. Donc, très franchement, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en fait en restauration collective. C'est un marché qui représente 19 milliards d'euros en termes de marché. Il y a environ 6 milliards de repas. Il y a de la place pour tout le monde dans le sens où en fait chacun peut y trouver son compte. Maintenant, c'est aussi à chacun de faire en son âme et conscience les achats qui correspondent à ses convictions. Je veux dire, moi, je fonctionne comme ça, mais la vérité, ma vérité n'est pas forcément celle des autres. Bien évidemment, et puis ça dépend des régions, des établissements. Complètement. Comme tu le dis. Après, il y a quand même un levier systémique qui est celui des marchés publics. Donc voilà, les marchés publics ou les plateformes d'achat. Après, tu fais bien de rappeler effectivement cette dualité aussi, c'est que on n'a pas forcément la capacité d'approvisionner tout en France, et donc là est l'importance des grossistes et des chaînes d'approvisionnement et de logistique pour pouvoir en fait avoir tous les aliments dont on a besoin. Donc en fait, tu fais bien de rappeler aussi cette dualité entre finalement l'équilibre, l'offre et la demande, qui sont pas
équilibré du coup. Donc c'est important aussi de le rappeler comme quoi il y a de la place pour tout le monde et qu'il ne faut pas opposer les modèles. Donc sur ce point-là, en tout cas, je te rejoins. Et tu parlais des marchés publics, parce que c'est vrai que c'est un grand enjeu en restauration collective. Il y a des appels d'offres à répondre avec des critères. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors, les marchés publics, comme leur nom l'indique, en fait, ce sont des marchés qui sont en fait voués à utiliser l'argent du contribuable de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'à partir du premier euro dépensé, il faut pouvoir le justifier. Donc, ce qu'on fait, en fait, on fait une mise en concurrence entre plusieurs prestataires ou fournisseurs, etc. En fait. Et ensuite, donc, c'est à nous de choisir ce qu'on appelle le mieux-disant par rapport à un tarif, mais sans non plus négliger la qualité, etc. Et donc là, c'est là où justement ce qu'on appelle le cahier des clauses techniques particulières entre en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, que quand on rédige ce cahier des charges, en gros, c'est à nous de faire en sorte que ce marché il soit intelligemment rédigé. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas le droit de mettre un critère local. Par contre, on peut très bien dire, je veux un mode de transport à teneur réduite en carbone ou avec des produits où il n'y a pas d'emballage plastique, etc., etc. Donc en fait, dans un cahier des charges, on peut mettre pas mal de choses. Donc par contre, il faut quand même garder à l'esprit que plus l'établissement est gros, plus c'est contraignant, puisque les volumes sont de facto plus élevés. Et pour nous, petit établissement, c'est quand même plus facile puisqu'on est en dessous des seuils de publication. Par contre, pour les gros établissements, de suite, c'est beaucoup plus contraignant. Dans le sens où ces établissements-là, en fait, sont eux carrément largement en dessous des seuils, et donc en gros passe soit par des procédures formalisées, soit par des marchés à procédures adaptées, et donc en fait ça fait appel à des publications sur les bordereaux d'officiels des annonces des marchés publics, ou le journal officiel de l'Union Européenne, qui en fait ce sont des marchés qui représentent plusieurs millions d'euros chaque année. Oui. Donc effectivement ça dépend de la taille de l'établissement et du nombre de couverts, et puis après comme tu le dis, il y a un enjeu aussi sur la rédaction des cahiers des charges en fonction de leur taille, pour avoir des critères qui soient remplissables, en tout cas qui puissent être atteints. Tout à fait. Et du coup, tes agriculteurs, ils n'ont pas forcément eu besoin de répondre à cet appel d'offres, si je comprends bien. Et non, en fait, moi ce que j'ai fait, en fait, du coup, comme nous on est largement en dessous des seuils par l'eau, en fait, moi j'ai fait une mise en concurrence. En fait, à chaque fois, j'ai pris trois fournisseurs producteurs, et pour un produit équivalent, j'ai été au mieux-disant en termes de tarifs. Et c'est vrai que du coup, comme ils sont à côté et que je fais pas mal de directs producteurs, ça m'aide pas mal. Et par exemple, on en a parlé suffisamment. La DNC a causé une flambée des produits au niveau de la viande bovine, et moi mes tarifs n'ont pas bougé d'un seul centime. Et si je te dis les tarifs que j'ai pour de la viande en professionnel, personne ne me croira si parmi les auditeurs. Je paye le steak haché 9 € le kilo. Ah oui. Voilà, et du steak haché directement fait chez par l'éleveur boucher. Enfin, c'est une qualité exceptionnelle, et il est pas blanc quand je suis livré, c'est de la viande, quoi. Ouais. Voilà, donc on est vraiment sur un produit ultra quali à un prix ultra compétitif. Et aujourd'hui, même en surgelé, en industriel, on n'a pas ces tarifs-là, quoi. Quand tu es arrivé chez les agris, comment ça a été perçu ta démarche? Ouais, c'est très bien, impeccable, parce que je pense qu'on parle on parle le même langage, et que on se comprend. En fait, on pourrait dire qu'on a un code commun entre guillemets qui permet justement de se comprendre, parce que j'ai une façon de voir les choses qui comprennent parfaitement, quoi. Et alors dans l'autre sens, à la cantine, les parents et les élèves, comment c'est perçu? Les élèves sont assez contents dans l'ensemble, ils se plaignent pas trop, ça va. Des retours que tu as eus? Non, ça va dans l'ensemble, on a un taux de satisfaction qui est quand même assez élevé. Après, j'essaye de les sensibiliser, je discute beaucoup avec les élèves, je les connais tous d'ailleurs. Les internes, ils m'appellent tous par mon prénom, ils me tutoient, donc voilà, le courant passe super bien. Il y a vraiment un bon feeling, et surtout, il y a cette volonté d'être transparent avec eux. Et quand je peux faire quelque chose, je leur dis oui, mais quand je peux pas, je leur dis non aussi. Voilà. Et alors l'enjeu du prix, parce que souvent chez les parents, c'est effectivement le prix qui peut être compliqué au niveau du repas à la cantine. Oui, alors là, nous en l'occurrence, on n'est pas trop impacté pour le moment, parce que c'est justement cette façon de travailler, elle nous facilite un petit peu la vie. Et donc du coup, en fait, au niveau du tarif, on se situe aux alentours des 2,35, 2,40 le repas entier. Le repas hors taxe, attention. Voilà, donc TTC, allez, on doit être à 2,45, 2,50.
50 maxi. Donc voilà, maintenant, après c'est aussi une volonté de la région Occitanie de vouloir mettre en place des approvisionnements en circuit court avec le marché Occitalim, entre autres, et aussi une dynamique qui est instaurée avec le label Cantoc, qui a justement permis d'élever le niveau de la restauration collective au niveau régional. Donc grosso modo 2,50 € TTC le repas, ce qui est quand même très abordable. Le menu, il ressemble à quoi dans la semaine ? Parce que là, tu nous vends tous les produits. Fais-nous un peu saliver. Alors, par exemple, hier, on a fait des croque-monsieur. Donc, on a fait, avec la pâte à pain, on a fait la pâte à pain nous-mêmes. On prend de la farine qui vient des moulins de l'Ariège à Saverdun et je la mélange avec une farine intégrale qui vient de chez Isabelle et Oscar Coupé à La Romieux. Une T80 farine intégrale, une super farine, vraiment bio. Et en fait, c'était la base pour notre croque-monsieur. On a fait une sauce au mornay avec, qui est une base de béchamel, avec du lait cru fermier qu'on reçoit, qui vient, il fait 3 km, il est à Samatan, c'est la ferme des 4 Chênes. Merci à Valentin d'ailleurs pour ce super produit. Et ensuite, dedans, j'ai mis une tome, c'est le vachement bon qui vient de la laiterie Fabre, de chez France Fra Occitanie, par le marché Occitalim justement. Et donc en fait, on a mis le jambon dedans, enfin bref, on a coupé tout ça et on a fait notre croque-monsieur nous-mêmes. Voilà, on fait des grandes plaques de croque-monsieur et on les découpe en 20 et les élèves ils sont contents. Une salade bio qui vient d'à côté de chez Terra Ferma, cueillie le matin à 7h, livrée à 9h. Donc, tu les connais tous. Ah oui, là pour et j'atteste parce que j'ai fait la visite, tu m'as montré tous les produits un à un avec la provenance, le nom, prénom des gens, toutes les adresses, effectivement c'est assez impressionnant. Après voilà, c'est ce que je dis souvent, je me paye le luxe de ne pas travailler. Voilà, et ça n'a pas de prix en fait. C'est-à-dire que pour moi en fait, c'est même pas que chef de cuisine en fait, c'est la restauration collective, pour moi c'est pas un travail. C'est vraiment un univers qui est passionnant et qui mérite d'être davantage reconnu peut-être. Oui, comme beaucoup de métiers, effectivement. Sur ça, on se rejoint aussi. Alors, il y a aussi un enjeu sur lequel tu travailles et tu l'as mis en évidence pendant la visite, c'est la gestion des déchets. Alors, parle-nous de ça. Alors, la gestion des déchets. Nous, en fait, on s'est retrouvé confronté à un problème. À un moment, on avait quelques petits pots plastiques, des choses comme ça, enfin, des yaourts et tout quand je suis arrivé. Et en fait, le tri était pas très bien fait. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué de sensibiliser les élèves. Et au final, au bout d'un moment, je me suis posé la question. J'ai dit, si on supprimait les déchets. Donc, tous les emballages. Et en fait, on a supprimé tous les emballages. Le seul truc qui nous restait, c'était les yaourts. Et donc, ça veut dire que je suis arrivé fin 2023 et début 2024, on avait supprimé la totalité des emballages. Donc voilà, actuellement, on est 0 plastique et 0 emballage pour la totalité de la cantine. Et après, au niveau du tri, en gros, on a une obligation de toute façon qui est réglementaire en termes de tri des biodéchets. Donc c'est-à-dire que là, nous, actuellement, en fait, on a tout ce qui est déchets organiques qui part et qui sont prélevés par une société qui ensuite fait du compost avec ça. Et qui est réutilisé, effectivement. Tout à fait, voilà, ça sert. Et donc, du coup, il y a quand même une valorisation de nos déchets. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas trop mal au niveau du gaspillage alimentaire. Après, il faut qu'on essaye aussi d'analyser ce qui plaît, ce qui plaît pas. Parce que des fois, ça nous est arrivé, on est complètement passé à travers et on s'est dit, ça, on le refera plus, quoi. Oui, d'ajuster, en fait, finalement. Complètement. En fait, c'est ça. De toute façon, en fait, si on n'ajuste pas, en fait, on va direct dans le mur. Il faut être à l'écoute des élèves, il faut être à l'écoute de la poubelle aussi, parce que c'est pour ça qu'on fait 2 campagnes de pesée par an, pour voir un petit peu ce qui marche pas. Et donc là, nous, ça nous a permis de savoir qu'on était à peu près, en gros, on est à 60 grammes de gaspillage retour assiette, quoi. Et alors, tu me disais que c'était la meilleure cantine d'Occitanie. Non, grosso modo, la meilleure. Non. Avec les meilleurs résultats. On a un des meilleurs résultats de la région au niveau du gaspillage alimentaire. C'est quand même c'est notable. Ouais, ça fait plaisir. Disons que là où on a la moyenne régionale est à 100 grammes. La moyenne nationale est à 120. Nous, on est vers 60. Nous, on est aux alentours de 60. Donc, c'est plutôt... C'est encourageant et surtout, ça fait plaisir parce que ça veut dire que au-delà du peu de gaspillage et de déchets que ça peut générer, ça veut dire que ce qu'on fait, ça a du succès quand même. Donc ça, c'est quand même important, quoi.
C'est le résultat de ton investissement, en tout cas. Je reviens sur la partie Egalim, parce donc tu as cité la partie Egalim, vous êtes aussi engagé avec EcoCert. Tu n'as pas forcément mentionné jusqu'à là, mais non, c'est vrai. Tu as une carotte EcoCert, déjà j'ai retenu sur 3. Tu peux expliquer un peu le principe de la carotte pour qu'ils comprennent? Oui, alors c'est simple. En gros, c'est le label EcoCert en cuisine qui est lié en fait, le label Cantoc qui est lié au label EcoCert en cuisine, puisque c'est EcoCert qui est un prestataire indépendant qui nous fait les audits pour les établissements qui candidatent pour ce label. Donc nous, on est labellisé Cantoc et EcoCert niveau 1. Donc en gros, EcoCert en cuisine, ce label, il récompense les cantines vertueuses, entre guillemets, qui travaillent des produits bio, qui font des produits de saison, enfin voilà, je veux dire, qui donnent du sens à un service de restauration. Et ensuite, l'idée du Cantoc, en gros, la région a poussé un peu plus loin avec un cahier des charges qui est quand même axé sur les produits locaux, sur les produits régionaux et aussi sur la sécurité sanitaire. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est ce que tu nous expliques au début. Voilà, et ça, c'est quand même important. Après aussi, la communication avec les collègues, la formation, tout ça, tout est lié en fait. Il y a un cahier des charges pour le label Cantoc qui est quand même assez lourd, mais ça se fait, voilà. Donc vous atteignez la première carotte pour EcoCert sur 3 au total. Il y a combien d'établissements en France qui sont labellisés avec EcoCert notamment? Alors le label EcoCert en cuisine, ouais, il y a environ 80 000 cantines en France et il y en a 3 000 qui sont labellisés EcoCert. Donc 3 000 sur 80 000, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et après, voilà, après, il y en a qui ont une pratique vertueuse et voilà, qui n'ont pas forcément envie d'être labellisés. Oui, je veux dire, c'est pas. Enjeu, Mais c'est vrai que c'est un peu finalement comme cette histoire de l'étoilé, pas étoilé, quoi. Il y a des gens qui sont pas étoilés qui travaillent aussi bien que les étoilés, inversement. Totalement. Alors, je veux quand même revenir sur la partie loi Egalim parce que c'est quand même une loi qui est importante dans le secteur agri et alimentaire. Tu disais à l'instant que c'était pas forcément évident de l'atteindre. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui sortent notamment et les nouvelles versions d'Egalim, est-ce que tu penses que c'est assez? Cette loi, elle est suffisante parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, on peut retourner la question dans tous les sens. Elle est suffisante parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'atteindre. Du fait de la formation, du fait du verrouillage de certaines choses, enfin des freins financiers, des freins techniques aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le matériel fait partie intégrante aussi de la possibilité de bien travailler. Je veux dire, on peut avoir toutes les compétences qu'on veut, si on n'est pas équipé, qu'on n'a pas les moyens de faire le job. On n'y arrivera pas. Voilà, on n'y arrivera pas. Et voilà, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte, et ça, c'est une réalité du terrain qui, en fait, la loi Egalim, en fait, c'est basé sur les chiffres, c'est basé sur... En fait, voilà... Ça, c'est très bien la loi Egalim, mais le problème c'est que en gros elle manque un petit peu de retour terrain en fait. Et peut-être que si le terrain était davantage consulté, peut-être qu'on arriverait davantage à comprendre où est-ce qu'on peut agir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une réelle difficulté à atteindre les objectifs de la loi Egalim. Et oui, elle va assez loin dans le sens où justement elle fait, elle prouve qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde. Oui, parce qu'au lieu d'essayer de l'améliorer, déjà, il faut voir si les premières étapes sont réalisées, comme tu l'expliques. Et puis, au-delà de ça, même si elle est critiquée, c'est déjà une première étape. Bien Après, sûr. qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains établissements ont de la difficulté? Donc, c'est ce que tu dis, ça dépend de leur localité, du nombre de couverts, des critères d'hygiène, du budget. C'est surtout ça aussi en restauration collective. C'est le budget, des fois, qui est... le frein. Oui, qui est le frein principal. C'est même le premier critère qu'on regarde. Moi, je veux dire, à titre d'exemple, j'ai un très bon ami qui est chef, qui dispose de 3 € par jour pour 2 repas. Ah oui. Voilà, donc bon courage. Moi, ce qu'ils font avec un aussi petit budget, moi je leur lève mon chapeau parce que franchement ce qu'ils sortent avec 3 € par jour c'est extraordinaire. Maintenant il faut quand même garder à l'esprit que on peut retourner la question dans tous les sens là aussi. Le frein financier c'est une chose, la volonté c'en est une autre, la formation c'en est une autre, l'envie, enfin voilà, tout ça, tout est lié en fait. C'est-à-dire que si l'un ne va pas sans l'autre, on peut avoir une bonne formation de base, mais il faut avoir le budget. Et si on a le budget, des fois on n'a pas la bonne formation de base. Et après voilà, après la volonté, elle vient aussi de l'envie peut-être de reprendre goût à ce qu'on fait. Parce que moi je reprends une phrase que me dit ma femme, l'enthousiasme c'est contagieux. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à faire ça ici, parce que au début,
peut-être que c'était un peu morose, un peu tout ça. Et là, aujourd'hui, le matin, on se lève, on a la banane, quoi, en fait. Et on arrive, en fait, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui, c'est trouver du sens. Ouais, c'est ça, voilà, quoi. Et finalement, peut-être aussi être fier de ce qu'on fait. Bien sûr. Si tu parles de formation, qu'est-ce que tu entends par là? La formation, en fait, c'est surtout de l'échange entre collègues, se former auprès des bonnes personnes. Le partage et l'échange sont primordiaux, je pense, parce que ils sont vraiment, ils sont prépondérants dans l'avancée de la restauration collective, parce que des fois, se dire juste un échange, un partage de technique, où on se dit, moi je fais comme ça. Essaye, ça coûte rien, mais des fois on a un collègue qui dit ouais, c'est pas bête, je l'ai essayé et finalement ton truc ça fonctionne bien. Moi peut-être qu'un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, c'est ouais, j'ai essayé ta recette, c'était pour une recette d'inspiration japonaise, les onigirazu, et en fait il l'a fait dans une cantine où il fait 1400 couverts. Et il m'a dit, mais ça a fonctionné. Et ça a super bien marché. Mais franchement, mais moi, c'est là que moi, c'est tout bénef, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'en fous, j'en tire rien. Mais par contre, que la restauration collective soit tirée vers le haut, là, du coup, moi, c'est ça le plus important, quoi. Donc, tu parles de formation qui est nécessaire, donc de partage aussi d'informations, de connaissances et de compétences entre pairs. Peut-être aussi apprendre aux nouveaux cuisiniers à se réapproprier la matière brute, à aller chercher, à comprendre aussi l'approvisionnement, c'est-à-dire à comprendre les filières agricoles locales, parce qu'il faut savoir en fait qu'est-ce qu'on produit sur son territoire, hein, ce qui n'est pas inné, on ne l'apprend pas forcément tout le temps à l'école. Donc il y a toute cette partie formation et apprentissage des connaissances, il y a la question du budget comme tu le dis, il y a la question des convictions, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion politique aussi derrière. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour impulser une dynamique comme la tienne dans d'autres établissements? Alors ça ne marchera peut-être pas à des établissements qui font des milliers de couverts. Détrompe-toi. Il y en a qui sont labellisés EcoCert niveau 2 ou 3 et qui font 2000 couverts. Hein. Ah oui, comme quoi. Comme quoi, je pense notamment à la cuisine centrale de Millau. Ils font 1500 ou 2000 couverts de mémoire et ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et pourtant, ils sont cuisine centrale. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour impulser davantage je pense que c'est surtout une question de personnes, en fait. Le facteur humain, il est déterminant, dans le sens où, en fait, le recrutement des personnes et c'est la base. Et la restauration de collectivité ne doit pas être un métier par défaut, ne doit pas être... finalement un travail, voilà, juste un travail. Peut-être qu'elle devrait être aussi une affaire de passion. Et peut-être qu'elle susciterait davantage de vocation si on avait davantage de gens intéressés par la filière dès le début. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un élève qui sort de bac pro restauration, il va se dire oui, je vais aller travailler en restauration, mais il va jamais penser à aller dans une cantine en fait. Alors qu'en fait, non, dans une cantine, on peut très bien travailler aussi bien que dans un restaurant. Mais il y a toujours un espèce de... En fait, il y a un biais par rapport à la restauration qui fait que la restauration collective qui fait que en gros on a une vision biaisée peut-être justifiée de toutes ces années de restauration collective qui est en train de changer, mais qui en tout cas, il y a une image péjorative de la cantoche qui justement... C'est ça, c'est la cantoche. C'est ça, voilà. Et en fait, peut-être que cette image, il faudrait arriver à s'en défaire une bonne fois pour toutes, et justement arriver à attirer les jeunes qui sortent de l'école, etc. Moi, je veux dire, mon apprenti, il est là avec moi, il fait son CAP, mais il veut pas aller en restauration traditionnelle. Il m'a dit, mais c'est trop bien la cantine. Et ça fait super plaisir quand on a un gamin de 20 ans qui nous dit ça. Donc, nous, on se dit, c'est tout bénef, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement Je pense que là, il faut vraiment lancer une filière de formation propre à la restauration collective, mais avec une restauration collective vraiment axée sur la qualité et la maîtrise des risques sanitaires. Voilà, et là, aujourd'hui, il y a peu de gens qui proposent des formations de ce type, en fait. D'accord, donc plutôt axé encore sur la formation. Ouais, complètement. Mais le problème part de la source, c'est de l'éducation en fait. Voilà, si on mange bien à la cantine, on se dit mais cantinier ça a l'air cool. Si on mange pas bien à la cantine, finalement on se dit ouais bof, j'ai pas trop envie de faire ça plus tard. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Donc plusieurs pistes en tout cas pour essayer d'impulser cette dynamique dans d'autres territoires. Et j'ai une question un peu personnelle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus de facilité quand on est dans un territoire rural que, par exemple, si on est au centre de Toulouse, où on peut se dire que ça va être compliqué, effectivement, de trouver beaucoup de produits locaux, mais quand on est dans des territoires ruraux, il y a peut-être une proximité plus facile avec le secteur agricole et donc peut-être des fournisseurs plus
voilà. Ouais, indéniablement. Indéniablement. Vraiment, c'est beaucoup plus facile de s'approvisionner à la campagne qu'en plein centre-ville de Toulouse. Mais, là où je mets un mais, c'est qu'il y a quand même des établissements, j'en connais, qui sont à Toulouse, hein, qui font 1000, 1500 couverts et qui travaillent très bien, qui sont aussi labellisés comme nous Cantoc, et qui font du très bon travail. Je pense au lycée international de Colomiers, le lycée Hélène Boucher aussi, enfin, ils font 500 couverts tous les jours aussi, et ça marche très bien, hein, je veux dire, c'est pas, voilà, donc c'est pas qu'une question. En fait, voilà, c'est pas qu'une question d'approvisionnement, c'est pas qu'une question de localisation géographique, c'est aussi une question de qui fait quoi et comment. Voilà, et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que si ça marche avec certains, pourquoi ça marcherait pas avec d'autres? Oui, une question de gouvernance aussi. Complètement. En fait, nous, après, on a la chance à la région Occitanie d'avoir une volonté politique, comme tu le disais, qui est soutenue par la région, qui fait que justement, on tend vers ça. Et après, franchement, on a un service, puisque nous, on dépend du service de la direction de la jeunesse et de l'orientation scolaire. Et on a une équipe qui est vraiment super dynamique sur ce sujet-là, avec les techniciens restauration, les directeurs de service et les chefs de projet restauration, quoi. Ils sont vraiment, ils sont hyper impliqués dans le projet, quoi. Enfin, sur le sujet, quoi. Forcément, ça aide. Oui, complètement. Ouais. S'ils n'étaient pas là, ça serait beaucoup plus compliqué, parce que nous, on travaille, en fait, nous, les chefs de cuisine, on est directement connectés à eux. Et franchement, ils sont super disponibles. Dès qu'on a besoin, ils répondent présent, quoi. Donc, franchement, moi, à titre personnel, je les remercie, quoi. Alors, je rajoute une question qui me vient. C'est quoi les prochains axes ici de travail, du coup? Là, on va continuer à faire pareil, en fait. Voilà, c'est parce que on a. En fait, alors ça, c'est personnel, mais bon, j'ai voulu voir jusqu'où on pouvait mettre les curseurs. Bon, voilà, on a vu tous ensemble, on s'est dit, c'est bon, voilà, on a coché les cases qu'on voulait cocher. Moi, maintenant, je pense que là, on n'est pas trop mal au niveau de la restauration, la qualité de la restauration. On essaye d'innover maintenant un petit peu, comme tu as pu le voir à midi. On travaille du millet, en fait, qui est une céréale peu répandue, qui fait partie des cultures mineures. Il y a un travail de recherche mené, comme je te disais, avec l'INRAE et EcoCert, l'école d'ingénieurs de Purpan, et EcoCert, voilà, sur le projet Cropcat, qui est un projet de valorisation des cultures mineures en restauration collective. Donc voilà, tout ça, en fait, voilà, maintenant, moi, je suis plutôt axé sur, à titre personnel, plutôt axé sur de la recherche, avancer un petit peu sur tout ce qui est approvisionnement, essayer de creuser. Pour des nouvelles filières aussi. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, on a participé à la semaine des légumineuses aussi avec le Fileg Occitanie et Cisali. Voilà, tout ça, en fait, on est plus maintenant dans la valorisation que dans l'approvisionnement, parce qu'en fait tout ce qui devait être mis en place a été mis en place. Ça a été mis en place. Maintenant, l'idée c'est de valoriser ce qu'on fait, quoi, en fait. L'objectif aujourd'hui, c'était aussi, à l'occasion du podcaston, de parler d'une association, de la mettre en valeur, et notamment celle que tu présides depuis 2025, donc l'Association française des cuisiniers de collectivité. Quelle est cette nouvelle association qui a été créée en 2025, s'il te plaît? Présente-la nous. Ouais, alors en gros, avec des copains chefs de cuisine et cuisiniers de collectivité, on a eu l'idée de lancer cette association, en fait, pour se faire entendre, d'une part, et ensuite pour valoriser la restauration collective, surtout, parce que, en gros, le métier n'a pas une très belle image, mais même si ça a tendance à changer, il y a quand même des gens qui valorisent le métier. Je pense sur les réseaux sociaux, notamment à Guillaume Le Cantinier, qui est assez médiatisé, Jean-Paul Terrus, Grégory Sampino, voilà, enfin voilà, ils sont plus, Sébastien Maillet, tout ça. Enfin, ils sont quand même plusieurs à être valorisés sur ce sujet-là. Mais maintenant, l'idée, c'était que plutôt que de chacun faire son truc dans son coin, qu'on se rassemble tous pour justement faire quelque chose tous ensemble. Et voilà, et donc du coup le projet en est venu là, on en a parlé, ça a mis du temps pour le mettre en place, écrire la charte, les statuts, parce qu'il fallait qu'on se mette tous d'accord, parce qu'on veut quand même se tenir loin d'une approche dogmatique qui peut être parfois clivante ou quoi, parce que vraiment le but il est pas de tomber dans le militantisme bête et méchant entre guillemets, ou dire on n'est pas content, non, l'idée elle est pas là, sinon on aurait créé un syndicat. Non, l'idée c'est vraiment de fédérer autour d'un projet pour donner du sens à la restauration collective. Donc voilà, cet asso, en fait, elle a pour but de valoriser les cuisiniers de collectivité et ceux qui sont sur le terrain, en fait. Et c'est pour ça qu'elle n'est ouverte qu'aux cuisiniers de collectivité et les cuisiniers de collectivité qui sont en lien direct avec le terrain. Voilà, et donc ça peut être des cuisiniers qui viennent du privé
ou du public. N'importe qui, Donc c'est là, ça ouvert va à tout le être monde. cantine scolaire, EHPAD, Tout à cuisine de prison, C'est ça. d'hôpital, Complètement. tout ça. Ouais, ben là, en fait, actuellement, dans les membres actuels, il y en a de tous horizons, quoi, vraiment. Et c'est génial parce que là, en fait, l'association, on l'a lancée officiellement il y a à peu près une dizaine de jours et à peu près, on a environ une cinquantaine de personnes qui nous ont contactés. Donc, une trentaine d'adhésions pour l'instant. Enfin, disons que ça a été très vite, ça a été surprenant. On avait encore une vidéo hier soir pour en parler, pour définir des axes et maintenant, tout reste à faire parce qu'on part de rien, mais vraiment de rien. Et voilà, je veux dire, le siège, il est chez moi. On a une boîte mail générique toute simple. Enfin voilà, il y a pas de, on fait avec les moyens du bord, quoi. Mais ça tombe bien, on est tous habitués à ça, donc ça va. Donc on part de rien. Ça fait partie du métier de base. Ouais, exactement. Donc c'est dans notre formation de savoir faire avec pas grand chose. Donc on s'est dit bon allez, on va faire pas grand chose, on va le faire tous ensemble. Alors quelles actions vous avez prévues déjà ? Alors là, la première, c'est valoriser les initiatives des membres parce que en fait peut-être qu'on n'en parle pas assez. Voilà, en parler davantage, mettre en lumière davantage ce que font les collègues. Voilà, parce qu'il y a un président, un bureau, tout ça. Enfin, moi, on m'a mis président, mais on m'a pas trop donné le choix non plus, quand même. Voilà, c'est surtout parce que j'ai écrit les statuts et tout. On m'a dit, ah, c'est bien, t'es président. Voilà, bon, d'accord, merci. Et donc, du coup, l'idée, en fait, c'est que, voilà, valoriser un petit peu les initiatives des uns et des autres à travers nos médias actuels. Et là, la prochaine étape, c'est la création d'un site internet. Et là, on a mis en place hier un Discord qui servira de forum pour échanger tous ensemble sur des questions techniques, des questions d'hygiène, de sécurité. En fait, c'est une plateforme d'échange et de partage, quoi, à la Donc base. via un canal Discord, de pouvoir communiquer et ensuite partager vos bonnes pratiques finalement. C'est ça, en fait l'idée elle est là. Hein. Et après, si un jour on peut se faire entendre au niveau du Centre national de la restauration collective, de ma cantine, tout ça, parce qu'en fait, je veux dire, on n'est pas caché derrière un écran. Hein. On est avec un couteau entre les mains sur le terrain et peut-être que ça fait de nous des gens qui peuvent être entendus justement pour faire des remontées de terrain, dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et peut-être essayer un petit peu de peser dans le débat public de la restauration collective, puisque c'est un sujet où tout le monde est d'accord, mais où finalement c'est plus compliqué qu'il n'y semblerait. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil, il y a des décisions qui sont prises de part et d'autre, mais voilà, il faut moi je suis à peu près bien loti, mais moi j'ai des collègues qui galèrent beaucoup plus que moi au quotidien, quoi. Voilà, et peut-être que c'est aussi de l'accompagnement, Dans quel sens tu veux dire ? Sur le plan technique, sur le plan financier, voilà, enfin on a déjà évoqué les différents leviers qui peuvent être améliorés, mais c'est vrai que finalement le partage et l'échange c'est une base, mais on peut avoir toute la volonté du monde, si on dispose pas des moyens pour faire le travail qu'on souhaiterait mettre en place, peut-être que c'est plus compliqué aussi. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la conviction et le sens à porter. En effet. Quel soutien vous attendez ? Parce que là, tu parlais de communication, donc vous êtes sur la plateforme Discord pour avoir créé un canal. Vous êtes aussi sur Instagram, sur LinkedIn, si je ne me trompe pas, bientôt un site internet. Quel soutien vous attendez aujourd'hui ? Alors, on ne peut pas avoir de soutien des industriels ou des acteurs commerciaux, puisque c'est dans nos statuts et dans notre charte. Donc, de facto, on se prive direct de subventions possibles, mais ça tombe bien, on voulait rester indépendant. Voilà, donc du coup, on s'est dit, on va essayer de trouver des subventions ailleurs, donc ça passera par des collectivités territoriales ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en gros, ce qu'on veut, c'est défendre une restauration collective qui a du sens. Cette restauration collective, elle est tout à fait possible pour peu qu'on soit soutenu par les bonnes personnes, en fait. Et s'il y a les bonnes personnes qui nous entendent et qui veulent nous soutenir, elles sont les bienvenues, et si jamais un jour une collectivité territoriale veut rentrer en contact avec nous, on est ouvert à la discussion pour justement leur expliquer notre démarche, quoi. Avancer, et puis même les centres de recherche, tu parlais de l'INRAE oui, tout à fait. Juste à l'instant, ça peut aussi ouvrir les établissements scolaires ou autres. Oui, complètement. Après, moi honnêtement, je rêve de proposer un jour d'arriver à mettre en place une filière de formation dédiée à la restauration collective. Ouais, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Vraiment, c'est vraiment mon rêve, quoi. C'est arriver avec les collègues, là on en parle régulièrement, c'est vraiment un truc qu'on aimerait vraiment mettre en place, quoi. Avec dans les écoles hôtelières, dans toutes les écoles hôtelières, avec un bac pro restauration collective de qualité, quoi, en fait. Renaud Fourcade, bientôt responsable national de cette filière-là. Qui sait ? Ouais, non, je pense pas, mais disons que en fait, on a plein d'idées, mais entre les idées et la réalité, il y a un fossé, comme voilà. toujours. Il n'y en avait pas des associations comme ça déjà ?
similaires? Non, en fait, il y en a, mais en fait, elles sont pas, elles disposent pas des mêmes statuts que nous. Donc, en fait, c'est des associations qui n'ont pas de vocation vraiment nationale pour la plupart. Et ensuite, voilà, nous, comme on s'est dit, on n'est pas là pour faire une réunion de copains. En fait, on est là pour justement faire avancer un projet. Et l'idée, c'est pas de faire de l'entre-soi. Voilà, c'est-à-dire que se faire reluire la médaille entre nous, dire ah oui, ah, c'est bien, t'es labellisé. Ah, toi aussi, ah, c'est bien, ah, tu fais 50% de bio, toi aussi. Non, justement, le but, c'est que ceux qui ne le font pas viennent nous rejoindre et qui prennent des astuces et des choses comme ça, qu'on discute entre pairs, en fait. C'est parce que la discussion, c'est de cuisinier à cuisinier. Elle est pas elle est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui comprend la personne qui vous parle. Et là, en fait, peut-être que finalement, du pair à pair, ça facilite un petit peu les choses aussi. Donc inspirer et transmettre. Ouais, c'est ça. Donc tu es président de cette association française des cuisiniers de collectivité, mais tu es aussi engagé comme ambassadeur de l'agence bio. Ça consiste en quoi? Alors, en fait, l'idée c'est de valoriser la bio en fait à travers la restauration qu'on propose. Donc, en fait, l'ambassadeur pour l'agence bio, c'est le programme européen Cuisinons plus bio. Et donc, en fait, je salue toute l'équipe d'ailleurs qui en fait essaye de valoriser la restauration, l'agriculture biologique à travers des initiatives, donc je pense au Biotour, etc. Enfin voilà, ici on a un petit peu la France, justement pour essayer de sensibiliser les gens à l'agriculture biologique. Et donc voilà, faut pas oublier que le bio, voilà, bon, il y a un effet de mode pour certains, pour d'autres, voilà, ça n'existe pas. Enfin voilà, je passe sur la désinformation qui est liée à tout ça, mais il n'en reste pas moins que la bio, ça reste quand même une agriculture qui est respectueuse du vivant. Ça n'en reste pas moins une agriculture qui mérite d'être valorisée parce que il y a des gens qui travaillent derrière et pas qu'un peu. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant je me suis dit que ça pouvait être intéressant de valoriser cette initiative. Et quand on m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour rejoindre ce projet? Moi, j'ai dit oui, parce qu'en fait, ça collait tout à fait à mes convictions. Voilà, donc l'agence bio, on la connaît, on sait tout ce qu'est l'agence bio, donc elle cherche à valoriser l'agriculture bio à travers la France. Et nous, en fait, on est une équipe de chefs de cuisine en collectivité et en fait on est je crois une soixantaine d'ambassadeurs à travers la France. En tout cas, tu fais bien de préciser que l'agence bio est aussi en difficulté en ce moment, qu'elle est critiquée, remise en question et oui, c'est encore un peu d'actualité aujourd'hui. Oui. En fait on s'était posé la question à un moment a été posé la question à un moment à l'Assemblée de supprimer l'agence bio. Oui, alors ils l'ont pas supprimé, ils ont juste coupé la tête et les jambes. Voilà, c'est bon. Après ils ont continué avec ce qu'ils avaient et avec ce qu'ils font, le peu qu'ils sont, ils font du super boulot, franchement. Et toi, du coup, en tant qu'ambassadeur, donc tu représentes cette filière dans la restauration collective. Alors, il y a la loi Egalim qui en impose une partie. Alors oui, moi je fais pas du bio pour faire du bio. En fait, voilà. La loi Egalim, en fait. Elle pose un cadre minimum. Ouais, elle pose un toi, cadre, c'est pas voilà. Forcément, Non, en fait, moi non, parce que là, en fait, on tope un petit peu ça fait un peu greenwashing tout ça, enfin voilà, moi je suis pas du tout là-dedans. Disons qu'en fait ce qui compte c'est donner du sens à ce qu'on fait, et c'est-à-dire que faire du bio pour faire du bio ça m'intéresse pas. Faire du bio qui a du sens, oui, parce que par exemple j'ai un petit maraîcher qui est juste à côté, c'est les jardins de Cocagne de Terra Ferma à Castillon-Savès. En fait c'est une association qui fait de la réinsertion professionnelle, etc. Donc voilà, et ils font du bio. Ok, moi faire travailler des gens comme ça m'intéresse davantage que de faire venir du bio de l'autre bout de l'Europe, très clairement. J'ai rien contre l'import, ok, mais faut savoir raison garder quand même. Quand on a une filière qui est une filière de proximité, je vois pas l'intérêt d'aller chercher les choses à l'autre bout de la planète. Oui, c'est cette notion de cohérence que tu citais. C'est ça, parce qu'à un moment, alors faut quand même savoir que le 70% des émissions de CO2 d'un produit est lié à son mode de production. Donc le mode de transport, il est assez minime, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'on doit négliger l'un ou l'autre. Voilà. Oui, il y a les aspects sociaux aussi derrière. Complètement, l'aspect RSE est prépondérant dans ma démarche, je l'ai toujours dit. Donc responsabilité sociétale des entreprises, donc au niveau environnemental et ce qui s'ensuit. Renaud, tu connais ma dernière question, vu que tu connais le podcast Éco de Ferme, alors tu sais qu'est-ce que je vais te demander. Renaud, si tu avais un seul message à donner aux auditeurs qui t'écoutent, ce serait quoi? Quel écho veux-tu leur transmettre? Voilà. C'est la cantine est en train de changer, les cantines sont en train de changer, la restauration collective est en train de changer. Et
pour toutes les jeunes générations qui nous entendent, n'hésitez pas à venir avec nous parce que cantinier c'est un métier super cool et vraiment il y a des belles choses à faire en restauration collective et donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Je sens l'émotion quand tu prononces ces mots, en tout cas je la vois dans tes yeux. Merci Renaud. Merci à toi Sophie. Pour ton accueil, ta disponibilité, tes échanges, pour le repas de ce midi qui a été délicieux, le meilleur pour cette association et pour tous tes projets. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci à toi. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de Ferme.